Pour protéger les serveurs, les machines et même des infrastructures entières contre des attaques malveillantes, nous avons plusieurs mesures. Nous avons les antivirus, les outils de détection d'intrusion, les SOC, les SIEM et même les audits pentest. Mais dans cette vidéo, je vais vous prouver que tout ça c'est surcoté et que nous avons trois concepts majeurs dans la cybersécurité qui protégeraient contre 80% des attaques. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Klaus et je suis récent diplômé en cybersécurité. Dans cette vidéo, je voudrais vous exposer les trois concepts que j'ai pu retenir durant ces 5 années d'études et ces 2 années d'apprentissage. Et bien sûr, on va commencer par les backups. Donc les sauvegardes de données, des services que dispose toute l'entreprise, vont vraiment concevoir toute la base de résilience de cette entreprise. Comme j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, une entreprise ne va pas vous payer pour que vous appliquiez votre passion, elle ne va pas vous payer pour que vous vous amusiez au travail, elle va vous payer parce qu'elle a peur de perdre l'entièreté de son business, de son marché. Et ce qui va résoudre cette problématique sera la résilience, donc la capacité à encaisser des attaques. Parce qu'une chose est claire dans la cybersécurité, il ne s'agit pas de est-ce qu'on va se faire hacker, mais quand est-ce qu'on va se faire hacker. Donc en sachant ça, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de prévenir que le pire arrive. Et le pire dans ce cas serait que l'entreprise soit obligée de fermer ses portes à cause d'une attaque malveillante. Mais dans quel cas est-ce qu'une sauvegarde va réellement sauver une entreprise? Par exemple, dans le cadre de ransomware, là où les acteurs malveillants vont vouloir vous revendre vos données, les backups vont pouvoir vous permettre d'être dans une position de négociation un peu plus forte et même éviter quelquefois de payer les hackers, ce qui justement financerait les futures attaques et qui est très mal vu dans l'industrie de la cybersécurité. Ensuite, nous avons les mises à jour ou la gestion des patchs. C'est un des domaines les plus importants dans la cybersécurité qui consiste simplement à mettre à jour les systèmes, les logiciels et autres lorsque les mises à jour sont disponibles afin d'éviter des vulnérabilités qu'on appelle des vulnérabilités connues et qui causent une vaste majorité des exploitations de nos jours. On peut penser au secteur industriel qui effectivement quelquefois est forcé de rester sur des logiciels deprecated, donc anciens, et non à jour avec le niveau de sécurité requis et recommandé. Des fois, ça s'explique par l'investissement un peu trop élevé que requiert de mettre à jour différents logiciels et même des fois de développer certaines applications parce qu'en fait il existe de nombreuses dépendances entre ces systèmes industriels qui sont très anciens et qui fonctionnent avec des langages assez bas comparé au risque qui est de se faire exploiter. Donc en fait c'est plus un choix business que ces industries prennent, mais ici on voit que de plus en plus il n'est pas rentable de rester dans ces environnements très vulnérables. Mais de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les vulnérabilités zero day. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Les zero day seront en fait des vulnérabilités qui vont être exploitées généralement par des groupes criminels ou même des groupes étatiques et qui vont, à travers de nombreuses années de recherche et avec une grosse ressource, exploiter une vulnérabilité qui n'est pas du tout connue. Et c'est pour ça qu'on appelle la zero day, c'est que le jour où elle sera exploitée sera le premier jour où on va découvrir en fait cette vulnérabilité. Effectivement, dans ces cas, il y a très peu qu'on puisse faire, mais dans ce cas, le rôle des équipes de gestion de patch va justement être d'attendre et d'être à l'affût des mises à jour que vont être mises à disposition par les entreprises tierces et qui fournissent en fait ce service IT. Pour terminer sur le patch management, je voudrais parler de l'incident du crash d'internet causé par CrowdStrike. Et ici en fait, ça montre que la gestion des patchs c'est pas uniquement technique, mais que c'est également opérationnel. Technique étant que nous allons utiliser de l'automatisation, des outils informatiques pour gérer ce patch, mais opérationnel, c'est en fait les personnes derrière qui vont effectuer et exécuter des commandes, qui vont mettre en place des configurations et qui justement doivent avoir en tête les bonnes pratiques d'une bonne implémentation et une bonne gestion des patchs. Une partie de ce qui s'est passé le jour où Internet a crash, c'est qu'en fait il y avait une mauvaise gestion par les entreprises clientes, c'est-à-dire celles qui vont détenir la majorité des services web que nous utilisions et qui n'ont pas les bonnes pratiques de gestion de patch parce que d'un côté, il y a les tierces qui doivent mettre à disposition les patchs, mais de l'autre, il y a les clients qui doivent bien gérer ce processus de patch. Généralement, on a différents environnements. On connaît l'environnement de développement, de production, de test, etc. Et donc, la mise à jour des différents systèmes, des machines et des serveurs vont passer par cette étape d'environnement pour comprendre le comportement avec la mise à jour qui a été mise disponible par les entreprises tierces et qui fournissent les services. Et en troisièmement, nous avons la micro-segmentation ou simplement la segmentation du réseau qui va consister simplement à séparer les différents serveurs
sur des sous-réseaux. Ici, l'objectif est simplement de limiter ou difficulter la communication entre ces serveurs donnés. Pourquoi? Pour empêcher, dans le cas d'un incident, dans le cas d'une intrusion, que le pivotement soit très facile ou que la propagation du malware soit trop facile. Et dans ce cas, justement, si on a un serveur qui est infecté ou qui a été exploité, nous avons une chance de contenir plus facilement cette attaque et la propagation de ce malware. Parce qu'en gros, les acteurs malveillants, lorsqu'ils ont accès à un serveur, un des réflexes qu'ils ont, c'est d'exécuter ce qu'on appelle le pivotement. Et en gros, on va essayer de comprendre quels sont les serveurs et les machines disponibles dans ce même réseau dans lequel on se trouve et où il est plus simple de communiquer parce qu'il y a une communication de confiance au sein de ce réseau. Donc maintenant que les serveurs sont séparés par des sous-réseaux, on doit obligatoirement passer par des routeurs, éventuellement des pare-feux et des fois simplement des listes de contrôle d'accès qui vont limiter fortement le mouvement de l'acteur malveillant. Celui-ci est un concept qui existe depuis la nuit des temps en IT, mais que justement nous avons créé cette vulnérabilité. Cette vulnérabilité où on met tous les serveurs dans un même réseau, c'est simplement par convenience, donc c'est plus simple de faire communiquer des serveurs qui sont dans le même réseau qu'inversement justement. Et donc ici on peut voir que c'est une opportunité qu'on a pris au début de l'ère de l'IT, de l'Internet, etc., mais qui aujourd'hui est devenue une des vulnérabilités ou des prédispositions, en fait, on va plus parler de prédispositions, pas forcément vulnérabilité, qui existent dans les infrastructures modernes. Et pour finir avec la micro-segmentation ou la segmentation du réseau tout court, c'est un concept qui est très fortement utilisé et c'est même le paradigme du Zero Trust, en fait, donc Zero Trust Network. Ici, c'est un modèle d'architecture qui existe aujourd'hui où on va segmenter chaque machine et chaque serveur et obliger toute communication à devoir s'authentifier. Donc vous voyez ici la complexité qui est de manœuvrer toute cette infrastructure et devoir pivoter en tant qu'un acteur malveillant. Donc maintenant nous venons de voir les trois concepts qui sont des concepts assez techniques, donc d'automatisation, d'exécution. Mais qu'en est-il de la vulnérabilité numéro 1 aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire les humains? Comme on dit, la vulnérabilité numéro 1 est entre la chaise et le clavier, car ce sommes nous qui allons mettre en place les différentes commandes de configuration. Ce sommes nous qui allons cliquer sur les différents mails et les différents liens sans trop penser. Et même quelquefois, ce sommes nous qui allons délibérément effectuer des actions malveillantes à cause de l'accès privilégié que nous avons au sein de l'entreprise. Et comme vous savez, j'aime bien parler un peu d'intelligence artificielle et aujourd'hui justement, nous avons des attaques d'ingénierie sociale qui se développent, notamment le deepfake avec l'attaque au président où on va targeter donc une secrétaire peut-être d'un CEO d'une grande entreprise et on va l'amener vers une réunion d'une grande décision où en fait elle sera la seule présente parce que le reste seront des imposteurs qui visuellement ressembleraient à des hauts responsables de cette entreprise et bien sûr vont lui mettre une certaine pression, une certaine urgence, vont l'exposer des contextes un peu difficiles pour lui forcer à faire des transactions de grands montants d'argent. Pour répondre à cette grande vulnérabilité, ce qu'il faut faire, c'est simplement sensibiliser les collaborateurs aux dangers du phishing et de l'ingénierie sociale. Donc ça, on peut faire non seulement à travers des conférences où on va essayer de donner un niveau de vocabulaire où les gens puissent comprendre et s'identifier avec les scénarios qu'on va l'exposer, mais nous avons également des tests de phishing qui vont nous permettre d'avoir un chiffre sur le niveau d'assiduité de nos collaborateurs vis-à-vis de ces dangers à travers les mails. Avec ces concepts que je viens d'exposer, on voit que 80% de la protection d'une entreprise en fait vient de 20% des contrôles. Et souvent, ce sont des bonnes pratiques de l'IT. C'est pour ça que je recommande fortement à un nouvel arrivé de se dédier aux bases de l'IT et de la compréhension du réseau, etc. Les contrôles qu'on a vus sont loin d'être les plus sexy, principalement pour un nouvel arrivé, mais la compréhension de ces concepts va réellement montrer aux recruteurs ou même à votre prof ou à une audience à laquelle vous allez vous présenter, ça va montrer votre maturité dans la sécurité des systèmes d'information. Et dans une industrie où justement on recherche de l'expérience, je pense que montrer un niveau de maturité au-dessus de son âge, c'est un grand avantage. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Je vous vois à la prochaine.